Notons, Henri, qu'il est 21h01 et qu'on est bien à l'heure ce soir, impeccable. C'est l'exactitude. Hein. Alors Yves, par enchantement, est-ce que tu es là ? Oui. Je suis content de t'avoir en direct. Tu sais qu'on s'était eu il y a 1 an et demi déjà, Oui. dans un studio qui s'appelait Radio Caddy à l'époque, si tu te souviens. Nous étions à Vernay-les-Bains. Maintenant, nous sommes descendus un petit peu plus près de Perpignan, à Prades exactement. Et la radio s'appelle maintenant Radio Grand Air. Et l'émission de chansons françaises s'appelle La vie qui chante et elle est animée par Henri. Et je vais lui céder la place. D'accord. Salut Yves, Bonjour, comment ça va ? Très bien, merci. Ben, chez nous aussi. Bon, d'abord, je voudrais te remercier d'avoir accepté cette interview, tout simplement. Et surtout te remercier pour autre chose, c'est que je pense qu'un mec comme toi, il devrait carrément être remboursé par la sécurité sociale. Ça te fait rire peut-être mais... Oui, parce que sinon on pourrait acheter mes disques que sur ordonnance. Ouais, non, mais ce qui m'arrive, moi, personnellement, c'est que quand je suis en colère, quand je suis énervé ou quand quelque chose ne va pas, je mets carrément un disque d'Yves Ditey sur la platine et puis ça passe. Ah bah c'est bien. Moi quand je suis énervé et que ça va pas, en général, j'essaie de prendre ma guitare et de travailler un petit peu et ça va mieux après. Tu vois que ça passe. Mais je suis très content que mes chansons aient cet effet sur les gens. Je m'en suis rendu compte dans le courrier des gens ou dans la façon dont les gens me parlent de mes chansons. Mais j'aurais jamais pensé que... je veux dire par là que si ça avait été prémédité, peut-être que je ne serais pas arrivé à ce résultat. On va commencer quand même par des questions bateaux. Oui. Des questions bateaux dont tu dois avoir l'habitude. Comment Yves Ditey fabrique-t-il une chanson ? Une chanson, au départ, c'est pas grand-chose. C'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire, on a les pièces qui viennent au fur et à mesure du travail. C'est un travail. À partir du moment où on a l'idée du départ qui elle, vient de on sait pas trop où, autant pour la musique que pour le texte, qui peuvent d'ailleurs venir l'un avant l'autre ou vice-versa. À partir du moment où on a le début, on commence à assembler des pièces dont on ne sait pas encore très bien comment elles vont s'ordonner. Et puis, j'accumule des idées sur les chansons, en général, dans un temps assez court. Ensuite, le problème, c'est de les mettre dans l'ordre. C'est de tourner les phrases de façon à vraiment dire ce qu'on a envie de dire, ce qu'on ressent, traduire ce qu'on ressent dans la musique et dans le texte. Et il y a à ce moment-là un travail minutieux, de précision, je dirais, qui consiste à trouver le mot juste pour lier la phrase d'une certaine façon. Alors, souvent, quand on est dans ce genre de travail, on a l'impression qu'en disant les choses d'une certaine manière, on va arriver à trouver la signification finale. Et quand je tourne depuis trop longtemps autour d'une phrase avec certains mots, ça veut dire que je fais fausse route. Alors en général, je me remets en question et j'essaie de retrouver un nouveau fil conducteur pour la même chose à dire. Quand on tourne en rond de trop ou depuis trop longtemps, il vaut mieux laisser tomber. Mm-hmm. Et souvent, ça vient à un moment inattendu, par surprise. Même à un moment où je suis en train de faire autre chose, tout d'un coup j'ai le flash, et le mot qui me manquait et que j'ai tellement cherché me vient, et je me aperçois souvent à ce moment-là que j'essayais de torturer ma phrase alors qu'elle voulait venir autrement. Voilà, ça pour des gens qui aiment la chanson française, ça c'est un beau langage, hein Henri ? Ouais, j'aime entendre des mots comme ça. C'est bien. Dis-moi Yves, je voudrais te poser une question peut-être indiscrète, mais on s'imagine souvent que les gens dans le show business, parce que tu appartiens au show business et je pense que tu dois être fier d'en faire partie, on a toujours un petit peu l'impression que les gens qui rentrent dans ce milieu-là sont des gens pistonnés. On sait que tu n'es pas un pistonné et je voudrais justement que tu dises à nos auditeurs et puis à nous-mêmes, et Henri peut-être en l'occurrence s'il n'est pas au courant, quels sont tes bagages ? Comment tu as commencé dans la vie ? Quels sont tes diplômes si tu en as ? Je sais que tu en as. Non, j'ai des débuts de diplôme. Bon, j'ai eu mon bac, j'ai fait une première année de Sciences Éco et après mes études sont un petit peu allées en zigzag jusqu'au moment où la guitare a pris le dessus. Mm-hmm. Et à ce moment-là, comme je jouais déjà du piano, j'avais fait des cours de piano étant petit, et j'ai commencé à apprendre la guitare vers l'âge de 15 ans à peu près. Et j'ai voulu à ce moment-là prendre des cours d'harmonie, un petit peu sous la pression de mon père qui voulait que je fasse ça sérieusement. Et j'ai pas pu parce que tout ce que je sais en musique, je le sais instinctivement. Et dans un cas comme le mien, c'est-à-dire quelqu'un qui compose, et qui donc a plus de dons pour l'improvisation que pour la théorie, apprendre la théorie par-dessus l'instinct est quelquefois un petit peu frustrant. Ça empêche de laisser éclore des choses qui seraient venues naturellement. On les réfléchit trop et c'est un petit peu le danger quand on écrit. Là, je donne des armes pour me faire battre à ceux qui pensent que les chansons sont un peu... manquent un petit peu de réflexion. Bon. Mais je pense qu'il faut
énormément penser, mais énormément le laisser venir aussi. Et ça, c'est le rôle de l'instinct plus que de celui de la théorie. Ça me fait rire ce que tu dis, Yves, parce que j'avais eu l'occasion d'avoir Hubert Félix Thieffen en direct sur cette même antenne. Il m'avait dit, lui, au contraire, qu'il écrivait ses chansons juste avant de rentrer dans le studio. Je pense que c'est vrai pour certains, mais que ça fait beaucoup de mal à l'ensemble de ce métier de le dire un peu trop facilement. T'as raison. Parce que ça donne aux gens l'impression que c'est facile et que bon, n'importe qui peut le faire, puisque lui, il le fait en rentrant dans un studio. Bon, je dis pas ça pour lui, il y en a d'autres aussi qui disent ça, et moi aussi, ça m'est arrivé d'écrire une chanson comme ça en 2 heures, mais c'est tellement rare qu'il faut pas l'établir en règle, et ça dévalorise beaucoup la chanson de dire que c'est si facile que ça. On peut dire que c'est un don. Oui, c'est un don, mais c'est aussi, bon, je sais plus qui disait que le talent sans travail n'est qu'une sale manie. Et c'est vrai pour tout le monde. Je crois que bon, bah, celui qui peut prétendre écrire ses chansons en 10 minutes ou en 2 heures avant de rentrer dans le studio, peut-être que s'il les travaillait davantage, ce serait meilleur aussi, j'en sais rien. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, il m'arrive de mettre 2 ans à faire une chanson. Ce qui est bien, c'est que Yves, on n'a pas besoin de te poser des questions. La question de l'auditrice qui suivait, c'était où et comment as-tu appris la guitare, si c'était au conservatoire, etc. Donc on vient de comprendre que tu as été un autodidacte de la guitare. Ouais, je suis allé au conservatoire de mon quartier, c'était tellement sale que je suis reparti aussitôt. Yves, tu composes des chansons à la guitare, mais j'ai l'impression, surtout quand j'écoute les premiers disques, que certaines de tes chansons ont été écrites au piano. Il y en a une seule sur toutes mes chansons que j'ai écrites au piano, c'est Le chemin du pays où rien n'est impossible. Mais je suis accompagné au piano par Jean Musy, dans pas mal d'autres chansons, comme Lucille et les libellules ou Le mur de la prison d'en face. Et lui a tellement de talent qu'il a réussi à retourner musicalement les chansons pour qu'on oublie complètement qu'elles ont été écrites à la guitare. Pour certaines, les orchestrations ont vraiment pris le dessus et son talent il n'y est pas étranger. J'ai lu dernièrement dans un magazine à propos de Brassens que ce qui faisait la popularité des chansons de Brassens, c'était leur intemporalité, c'est-à-dire que les chansons de Brassens n'ont pas de repère au point de vue date. Oui. Et c'est un peu pareil pour des chansons, pour tes chansons. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se ressembler? Est-ce que tu t'estimes vraiment maintenant comme un chanteur populaire? Bon, pour répondre à la dernière partie de la question sur le chanteur populaire, je pense que bon, la définition du chanteur populaire, c'est le chanteur que des gens aiment bien. Bon, s'il y a des gens qui m'aiment bien, effectivement, je suis un chanteur populaire, mais je vais pas à me défendre de cette formulation parce que je pense que c'est plutôt tout à l'honneur de la chanson d'être populaire. Et c'est même son but. Quant à l'intemporalité, effectivement, là, je pense que j'essaie de travailler dans ce sens-là. Dans l'écriture, effectivement, j'essaye moi de mon côté, d'enlever tout ce qui pourrait dater, dans tous les sens du mot, y compris dans le côté présent, c'est-à-dire mettre une date, et puis dater et ne plus être à la mode. Je crois que la mode est faite essentiellement pour être démodée. Quand je compose un arrangement de guitare pour mes chansons, j'essaye de faire en sorte que la trouvaille existe déjà au niveau de la guitare elle-même, dans le rapport entre la guitare et la voix, ce qui d'abord exclut le fait qu'on rajoute un gimmick artificiel d'orchestration, parce que ça va masquer cette harmonie, et d'autre part, ça évite d'avoir ensuite un problème de mode, puisque si on repasse la chanson 10 ans après, c'est difficile de dire en quelle année elle a été écrite. Yves, le disque des musiques d'Yves Dutheil, orchestré par Jean Musy, paraîtra quand? Il paraîtra en février ou en mars. Qu'on te fasse de la pub, là. et tu m'as dit hors antenne qu'il serait illustré par Follon, c'est ça? Par Follon, Jean-Michel Follon, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Follon, c'est celui qui avait fait le générique de Antenne 2 avec des hommes qui volaient sur un fond de ciel d'aquarelle. Tu as déjà eu la maquette de la pochette? Non, pas encore. Non, il est en train de travailler dessus. Ah oui, c'est un beau projet. Enfin, on est très, très excités à cette idée. Dis-moi, tu sais que nous avons suivi tes vacances dans les îles par l'intermédiaire de VSD durant ces derniers jours. Oui. Comment ressens-tu le fait de pouvoir ne pas vivre justement dans la totale tranquillité? Justement, c'est drôle que tu me poses cette question parce que le voyage qu'on a fait donc très récemment était d'abord la Nouvelle-Calédonie. Donc on a un petit peu ressenti les problèmes là-bas qui étaient encore à fleur de peau mais qui n'avaient pas encore éclaté. Et Tahiti, le souvenir qu'on en garde, c'est justement d'avoir été poursuivi par des photographes et d'avoir été presque, j'allais dire violé, c'est pas vraiment le mot, mais disons que notre séjour a été marqué par
par la présence perpétuelle des journalistes de presse écrite et de photographes qui nous ont raconté des épisodes assez incroyables de leur poursuite d'artistes. C'est un truc qui met mal à l'aise quand on est là-bas et la population de Tahiti, je suppose, ne ressemble pas forcément à celle qu'on a rencontrée nous. Pour citer un exemple, cette photo qui est parue dans VSD, c'est le résultat de l'organisation par le producteur du spectacle d'une après-midi en mer. Il y avait une pirogue de journalistes qui nous attendait pour nous photographier dans notre après-midi tahitienne. J'ai bien rigolé en voyant cette photo, tu sais. Voilà. En tout cas, je pensais à toi, puis également à Noël, qui est ta femme, et je crois qu'il faut en parler parce que c'est ta muse. Comment ressent la vie d'Yves Dutheil, Noël, ta femme? Quand on demande à Noël si ça n'ennuie pas de vivre dans l'ombre d'un artiste qui est en pleine lumière, j'ai tendance à répondre que c'est pas elle qui vit dans mon ombre, mais que c'est plutôt moi qui vis dans sa lumière. Ok, on a parlé de musique, on va parler un peu de paroles. Oui. J'ai lu que tu avais composé tes premières chansons en anglais. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, j'adorais les Beatles, comme toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je suis toujours aussi admiratif devant les compositions de McCartney. Et à tel point d'ailleurs qu'on a repris en scène maintenant, après avoir un certain temps joué Yesterday avec l'orchestration originale du Quatuor, on a repris l'arrangement de For No One, qui est une chanson de McCartney, qu'il a repris sur son dernier album. Alors on a relevé l'orchestration et on fait ça en scène. C'est, je crois, à cause de ça que j'ai écrit mes premières chansons en anglais. Et puis aussi à cause du fait que c'était plus facile d'écrire dans une langue où les gens, pour la plupart, ne comprenaient pas ce qu'on raconte, ce qui me permettait d'écrire des textes nuls et personne s'en apercevait. Pourtant... Et puis un jour, j'ai découvert les vertus de la langue française et j'ai commencé à vouloir traduire mes chansons. J'ai commencé par traduire mes chansons anglaises en français. Et puis je me suis lancé peu à peu. Je crois qu'il y a une timidité là-dessous, il y a une espèce de pudeur. Et la pudeur s'en va au fur et à mesure qu'on s'aperçoit que les gens aiment bien. Alors on ose un tout petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe quand on est à l'Olympia, par exemple, ou à Bourges, où je t'ai vu pour la première fois, et qu'on chante Prendre un enfant pour la main, et que tout le public se met à chanter? C'est très émouvant. En plus, c'est une espèce de réponse de la part du public. Dans la vie d'un artiste, je crois que quand il y a une chanson comme ça, c'est déjà énorme. Le grand public m'a connu au travers de cette chanson-là, et il y a entre le public et moi une relation de tendresse grâce à cette chanson. J'avais écrit d'autres chansons avant que le public avait bien aimé. Il y avait eu La Tarentelle, il y avait eu Les Petites Casquettes, il y avait des choses comme ça. Et 1 an et demi après la sortie du disque, Prendre un enfant a commencé à passer à la radio timidement, sous la pression du public. Et puis, c'est cette chanson-là qui est devenue la plus connue de mon répertoire. C'est très émouvant pour moi toujours d'entendre les gens chanter une de mes chansons, et celle-là en particulier. Et j'étais aussi très ému le jour où j'ai entendu toute la salle la reprendre dans un spectacle de John Baez qu'il avait reprise aussi, qu'il a chanté sur scène et qu'il a enregistré sur un disque. Ouais, il y a une auditrice qui nous a téléphoné pour qu'on te pose une question. La question est simple, quelle est ta religion, Yves? J'ai pas de religion. Je vais répondre un tout petit peu plus loin. C'est pas des choses dont je parle d'habitude parce que je crois que c'est des choses qui intéressent chacun d'entre nous à l'intérieur de lui-même. C'est difficile d'en parler. Je crois qu'il se dégage quelque chose de mes chansons. J'ai pour religion l'homme. Je crois qu'il y a des choses magiques dans la vie et qu'on n'a pas encore déterminé la limite entre la magie et le rêve et la réalité. On vit à cheval entre une réalité qu'on a limitée volontairement à ce qui est explicable logiquement, et puis il existe une magie au-delà de l'esprit, j'appellerais ça l'âme. L'homme a toujours besoin de s'inventer une réalité autour de quelque chose, et autour de cette réalité-là, il a imaginé tout un système. Il y a un autre livre aussi qui m'a beaucoup impressionné, c'est un livre qui s'appelle La vie après la vie, et qui semblerait accréditer le fait qu'il y ait quelque chose d'autre, en dehors de la réalité palpable, qui a l'air d'être commun à tout le monde, et qui échappe à toute analyse. Alors je pense que il faut tenir compte de tout ça, savoir qu'on n'est qu'un petit morceau de l'iceberg et qu'il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais que d'autre part, on peut surtout le vivre plus que l'analyser. Alors je ne crois pas, je ne veux pas dire que je crois en Dieu, mais pas loin quand même. Je t'ai entendu souvent chanter des chansons des autres. Oui. En écoutant un garçon comme Jean-Michel Karadec, qui a fait pas mal de chansons dont certaines ressemblent beaucoup aux tiennes.
Est-ce que ça serait possible qu'un Yves Duteil reprenne par exemple soit les chansons de Karadec, soit les chansons de Brassens, afin de les faire connaître au public? Je le fais déjà dans mes spectacles, pas forcément pour Karadec spécialement, mais pour des tas d'autres gens. Et tu crois pas si bien dire, je viens d'enregistrer un 45 tours qui s'appelle La Farandole, qui est en train de sortir en ce moment. Et au dos de ce disque, il y a une chanson de Pierre Perret, qui s'appelle Lily, et que j'ai enregistré, qui sera le prélude à un disque, un album de chansons des autres que j'ai envie d'enregistrer. C'est inévitable qu'entre des gens qui s'estiment et qui se connaissent, il y ait de temps en temps des réminiscences, et ça, c'est pas du tout exclu. Bon, alors on va se quitter. Hein. T'es vraiment le genre de gars qu'on a envie d'inviter chez Sera. Quand c'est que tu passes à la maison, j'ai presque envie de te dire. Yves, c'est grand plaisir. Yves, on va juste clore en disant que tu passes jamais à Perpignan. C'est la ville de mon service militaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais en profiter. Tu as commencé sur la place de la Loge, pratiquement, en faisant la manche sur la place de la Loge. En plus, je faisais pas la manche, et je chantais pour mon plaisir, pour me délasser, puisque dans les périodes où j'étais en perme, ça me faisait plaisir de jouer de la guitare et qu'il y ait des gens qui m'écoutent. Et à un moment, une dame est venue m'apporter 10 francs. Ça a été mon premier salaire de guitariste, de chanteur. Yves, on va te laisser parce que je crois que tu étais en studio d'enregistrement juste avant. Oui. Qu'est-ce que tu prépares ? Je prépare un disque 33 tours, donc j'ai commencé un peu des enregistrements, puis il faut que je continue à écrire. Eh bien, on te souhaite une excellente soirée. Je veux pas dire à l'écoute de nos programmes, ça ferait un peu trop loin. Je suis un peu loin, oui. Voilà, maintenant on est tout seuls, tous les deux là. C'est tout triste. C'est tout triste, on va rester en compagnie d'Yves Duteil encore avec ses chansons pendant, ma foi, il reste encore 24 minutes jusqu'à 23h et puis on continuera encore lundi prochain. Tu vois, je suis content, Henri, parce qu'au moins, je t'avais dit qu'Yves Duteil c'était quelqu'un de très très bien. Mais j'en étais certain. Bon, t'en étais certain. De toute façon, il est invité quand il veut dans les studios de Radio Grand Air. Si ma foi, il passe par là, on sait jamais. On pourrait organiser peut-être un spectacle. Pourquoi pas, je suis sûr que ça marcherait bien. Radio Grand Air présente Yves Duteil à Prades, à l'Halle des Sports. Super, 21h. Ce serait bien, hein. Ce serait chouette, hein. Ah ouais, ce serait bien. Bon, on va commencer quand même notre spécial. Yves Duteil tel que je l'avais préparé. Normalement, j'avais un indicatif avant ça, alors ça fait un peu bizarre. Il y avait des élections, des guerres dans le monde, des problèmes. Il est venu sourire aux lèvres, sourire au cœur, nous raconter sa vie. Tranquille, le poète. Il y avait aussi autour de nous du disco, le tempo des boîtes à rythme, les chorus des guitares électriques. Il est venu tranquille, le poète, nous tendre son cœur et d'un air de guitare, nous inviter à danser. Dans le premier volet, on s'était arrêté, tu te souviens, au moment où Yves Duteil avait commencé à taquiner un peu de la guitare, cette belle guitare fabriquée grâce à un bûcheron. Guitare en bandoulière, on l'imagine, se promenant dans la nature, fuyant le mur de la prison d'en face, foulant le chemin de la liberté pour traverser un peu plus loin un petit pont de bois. Ce petit pont de bois, il se trouvait certainement au Parc Monceau. Ça, j'en suis presque sûr. Au Parc Monceau, on aurait pu le rencontrer, Yves, dans un parc où il oubliait les cours d'histoire. Le fataliste poète griffonnait sur son agenda. Ce jour-là, il griffonna avec un feutre jaune. Un magnifique soleil. On ne sait si elle est blonde ou si elle est brune. S'appelle-t-elle Eulalie? Sait-elle danser la tarentelle? En tout cas, il lui dit les choses qu'on ne dit pas. Le creuset de son bonheur est une maison où le temps s'est engourdi. La pendule de Clémentine et Léon, elle, continue à égrener les minutes. On y ressent le même bonheur que dans la maison de Normandie. Pour Yves, l'amour est une maison. Ses murs sont recouverts de lierre, le temps s'est ralenti. Mais il ne s'est pas arrêté. La vie s'en va vers demain, quand d'un geste tendre dans le jardin, on prend un enfant par la main. Cet enfant est une petite fille. Elle dort au premier étage. Fermez les yeux et imaginez sur le mur des aquarelles de Martine Delerme, semblables à celles du disque posé sur une table. Près de la fenêtre donnant sur le jardin, laissant filtrer à travers les rideaux un clair de lune. Jamais ne s'arrêtera dans nos oreilles la musique optimalement optimiste de ce garçon qui, avant de connaître le virage, avant même de grandir jusqu'au nuage, en allant à l'école, mouillait ses godillots en courant dans les rigoles. Il courait le gamin. Il s'en rêvait une maman pianiste, un grand-père poète, un frère prestidigitateur. D'un coup de baquette qu'on appelle l'imagination, il revêtait son manteau de roi, s'armait d'une épée en or et allait rejoindre son château fort. L'opéra,
les Batignolles et puis Pantin où Clémentine et Léon vendaient des pendules. Ce gentil garçon qui aujourd'hui a une guitare qui le démange eut ses premières démangeaisons au piano au lycée Balzac à Paris. Yves était pianiste dans l'orchestre du lycée et puis soudain une très grande envie le prit. Une véritable démangeaison. Un seul remède, gratter. Ce fut la passion, le coup de foudre. Les notes s'envolant de sa guitare, Yves commença dès lors à composer des chansons, à écrire des textes en langue anglaise. Et oui, ce jeune adolescent découvrait la musique de la vie, la musique et sa vie. De toutes les méthodes citées ci-dessus et bien d'autres, ce jeune homme a appris seul l'art de la guitare, malgré les découragements d'un prof qui lui disait « Mon vieux, tu devrais abandonner la guitare, autant au piano tu te débrouilles, autant quand tu joues de la guitare, ça ne vaut pas tripette. » Aujourd'hui, Yves a plusieurs guitares, mais sa préférée, il a acheté à un artisan de Palma de Majorque. Il l'aime tellement qu'il y a composé une chanson. Il voit, lui, son adolescence dans le rétroviseur en se disant quelques années plus tard, qu'il est bon. Il est vraiment bon, tranquillement, dans son petit fauteuil, dans sa petite maison, d'avoir l'âge d'un adulte. Il est bon d'avoir 30 ans. Ce chemin de la liberté mène peut-être à une maison en pierre, où il va avec sa Noël retrouver son ami Sévenol. Son ami Sévenol fait partie certainement des gens sans importance. Bien sûr, ce sont des gens sans importance, des gens avec des gestes quotidiens, oui, qui font renaître l'espérance et le bonheur entre leurs mains. Yves Dutheil fait partie de cela. Maintenant, on entend ses chansons à la radio, à la télé. Pourtant, il n'a pas attrapé du tout la grosse tête. Comme ça, gentiment, Monsieur Yves Dutheil est arrivé peu à peu sans que personne ou presque personne ne le sache, à être un des meilleurs vendeurs de disques en France. Simplement parce qu'un jour, il était venu une idée et qui s'était dit dans sa petite tête « Je voudrais faire cette chanson ». Et pourtant des critiques lui ont reproché à Yves Dutheil. Ils lui ont reproché d'être trop gentil. Yves Dutheil, c'est l'anticorrosif. Il a décidé de leur répondre en faisant une chanson qui, comme toutes ses chansons, n'ont ni messie ni message. Ni messie ni message, c'était Yves Dutheil, La vie qui chante, Radio Grand Air. J'espère que tu as passé une très très bonne soirée en ma compagnie et en la compagnie d'Yves Dutheil. Je dois quand même remercier les prouesses de Marc à la technique. Merci aussi à Olivier qui nous a permis il y a 15 jours de réaliser une interview par téléphone qui vous sera certainement rediffusée dans Blue Jean. Merci aussi à Manu pour le prêt de disques qui nous ont permis de réaliser des enchaînements. Donc gros bisous à Manu, une bonne tape amicale à Olivier, une bonne tape amicale à Marc. Et oui, c'était le dernier La vie qui chante de l'année 1984, le numéro 116. Tu peux écrire à La vie qui chante, Radio Grand Air, boîte postale numéro 7, 66 820, Vernet-les-Bains. Il est 23h, vous écoutez Radio Grand Air. Les programmes de Radio Grand Air pour la journée de mardi 4 décembre, c'est-à-dire dans pas longtemps, à partir de 7h. À partir de 7h jusqu'à 9h, musique non-stop, de 9h à midi. François et Christophe pour la bonne humeur. À 12h30, vous aurez encore le plaisir d'écouter Olivier pour Music and News. Vous pourrez vous promener sur le navire FM immatriculé 96.7 en musique non-stop jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle vous retrouverez Henri et Max pour Folie de douceur. 19h, les spécialistes du jazz prendront la parole. Soulouf et Christian, panorama du jazz. De 20h à 21h, Marie et Rodrigue accroche-cœur. Et c'est à 21h que viendra Mickey pour Stop ou encore.
Et à 22h, Mona Lisa avec Jean-Pierre et Alex.